Ces paysages à couper le souffle appartiennent à l'un des pays les plus mystérieux au monde, la République islamique d'Iran. Ce jour-là, c'est la cérémonie la plus importante de l'année, l'Ashura. Les chefs religieux, les mollahs, commémorent le martyre de l'imam Hussein. Ce guide spirituel qu'il vénère est un des fondateurs du chiisme, une branche minoritaire de l'islam. Il a été assassiné au 7e siècle par d'autres musulmans, les sunnites. Pour se remémorer ce meurtre et la douleur d'Hussein, après le prêche, les hommes se flagellent en public. Ensuite, tout le monde s'enduit debout, signe que chacun de ces Iraniens s'apprête à être enterré avec l'imam. En Iran, gare à celui qui ne prend pas la religion au sérieux. C'est elle qui dicte toutes les règles. Dans ce pays, on applique la charia, la loi islamique. Tout est interdit ou presque. Boire de l'alcool, avoir un chien et bien sûr, sortir sans voile. Dans cette dictature religieuse, la peine de mort est en vigueur, même pour les enfants. L'Iran est le pays qui exécute le plus, juste derrière la Chine. En 2016, près de 900 personnes ont été tuées, dont 5 mineurs. L'adultère ou l'homosexualité sont punis par la peine de mort, tout comme le trafic de drogue. Mais vous allez découvrir que la jeunesse iranienne, en mal de liberté, brave les interdits, parfois au péril de sa vie. Ce soir-là, nous sommes invités à une soirée clandestine dans la banlieue chic de Téhéran. En Iran, il n'y a ni bar, ni boîte de nuit. Les fêtes ont donc lieu dans les appartements. À l'intérieur, une dizaine d'étudiants, garçons et filles mélangés, qui écoutent de la musique. Tatouages, cheveux décolorés, nous sommes bien loin de l'image que les mollahs voudraient donner de l'Iran. Ce soir, on pourrait presque se croire à Paris. Tous les week-ends, il y a des fêtes. À Téhéran ou en dehors de Téhéran. Sauf qu'ici, ce que font ces jeunes est interdit. Tout le monde prend le risque de se faire prendre par la police. Du coup, on le fait malgré le stress. Partout où tu vas, tu as peur de la police. Imagine, ils peuvent venir à n'importe quel moment et t'embarquer, tu vois ? Et en plus, ça m'est déjà arrivé. Tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ? Tu crois que... Enfin, t'es sûr que ça va pas m'attirer des problèmes que je te raconte ça ? Non, ne t'inquiète pas. Ok. En fait, une fois, on faisait la fête. On était une vingtaine, tu vois, juste 20. Et ils sont venus, ils nous ont embarqués. C'était effrayant. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment peur. Partout où je vais, j'imagine qu'ils vont arriver et qu'ils vont nous arrêter, même qu'ils vont nous frapper. Autre interdit bravé dans ces soirées, les tenues provocantes aux yeux des religieux. Tu sors habillé comme ça ? Oui, mais s'il me voit, il me jette en prison. Pour ce jean près du corps, qui dévoile ses genoux, cette jeune femme risque une dizaine de jours de détention. Son ami, lui, n'hésite pas à se moquer du régime. Et vous allez jamais à la mosquée ? Si, j'y vais juste pour pisser dessus. Moi, j'y vais jamais. Cette jeune fille qui ne va jamais à la mosquée va franchir un nouvel interdit ce soir, le plus risqué. Eh les gars, on va pas pouvoir commander, hein. Je capte pas. Il faut monter pour pouvoir téléphoner. Mais il faut absolument que ça soit toi qui téléphone ? Oui. Ce coup de fil si précieux, c'est pour commander de l'alcool. C'est toi l'experte pour l'alcool ? Non, je connais juste le gars. Et ça marche comment ? Tu dois avoir un ami qui le connaît.
Après, ils te donnent un numéro et quand tu veux, tu les appelles. Ils t'apportent les bouteilles ou te les envoient par taxi. C'est tout? C'est simple en fait. Oui, Malgré les rires, la peur reste omniprésente. Le propriétaire de l'appartement nous demande d'éloigner notre caméra. Je veux pas qu'on puisse voir l'adresse. En attendant la livraison, dans la cuisine, le groupe enfreint une nouvelle fois la charia. Tout est possible. Et ça ne vous attire pas des problèmes? Si, parfois, mais tu peux t'en sortir. Il faut payer, quoi. Ils sont moins regardants sur l'herbe que sur l'alcool. Et un quart d'heure plus tard, la vodka arrive. Pourtant, la consommation d'alcool est punie de 40 coups de fouet. La récidive peut mener à la peine de mort. Dans ce pays où leur avenir semble compromis, les jeunes sont prêts à tous les risques pour oublier le pesant quotidien imposé par les mollahs. Cette fureur de vivre de la jeunesse iranienne se perçoit partout dans la ville. Cette nuit-là, de la chambre de notre hôtel, nous apercevons une autre fête clandestine, beaucoup moins discrète. Contourner les règles au risque d'y perdre la vie, c'est presque devenu une habitude en Iran, surtout chez les jeunes. Les moins de 35 ans représentent plus de 50% de la population et ils veulent vivre à l'occidental, s'affranchir d'un code religieux qui les asphyxie. Pour pouvoir filmer cet Iran interdit et éviter la censure du régime, nous nous sommes rendus sur place, en couple, comme de simples touristes. Un homme, une femme, avec des caméscopes. Nous nous appelons Jacques et Sophie. Profitant de la réouverture d'une ligne directe avec Paris, nous embarquons direction Téhéran, la capitale de ce pays coincé entre l'Irak et l'Afghanistan. Nous risquons des mois de prison si la police nous arrête avec nos images. Pour comprendre comment l'Iran a plongé dans une dictature religieuse, il faut revenir 50 ans en arrière. Pendant les années 60, le pays est dirigé par un roi, le Shah. À l'époque, Téhéran, la capitale, est une ville moderne. Les femmes portent la jupe, mais pas le foulard. Elles ont même le droit de vote. Grâce aux royalties reversées par les compagnies pétrolières, le Shah s'enrichit. Il vit même dans l'opulence. 4 jours de réception, de cérémonies fastueuses, des dizaines de millions de dollars dépensés grâce aux revenus considérables du pétrole iranien. Mais si l'élite iranienne bénéficie du développement économique, les classes populaires, elles, deviennent de plus en plus pauvres. À partir de 1978, le peuple se soulève, excédé par autant d'inégalités. Devant la fronde populaire, le Shah quitte le pouvoir. Il ne reviendra pas. Dans le même temps, le principal opposant au Shah, un chef religieux iranien, prépare la révolution. Il vit en France. L'ayatollah Khomeini a en effet trouvé refuge à Neauphle-le-Château, en banlieue parisienne. Je souhaite que l'armée rejoigne les rangs du peuple et participe au gouvernement islamique. À son retour en Iran, l'ayatollah est acclamé. Il devient le guide suprême, le guide de la révolution iranienne. Le pouvoir religieux est désormais au-dessus du pouvoir politique. Khomeini met en place une police des mœurs, une milice qui compte au moins 4 millions d'agents, les Bassidji. Aujourd'hui encore, il surveille la bonne conduite des 80 millions d'Iraniens. À chaque coin de rue, mais aussi dans les parcs et jusque sur les pistes de ski, ils sont partout, prêts à sévir. Enquête clandestine dans l'une des dictatures religieuses les plus répressives au monde. Au pied des monts Elbourz, Téhéran, un Iranien sur 5 vit ici, soit plus de 15 millions d'habitants. Dans cette capitale se côtoient deux mondes. D'un côté, la vieille ville traditionnelle avec son bazar, ses mosquées,
ses mollahs. De l'autre, une ville moderne, avec ses buildings, ses malls et ses jeunes à la mode. Deux mondes qui se mêlent parfois et où les tchadors et les voiles noirs côtoient la lingerie colorée. Téhéran présente aussi une autre caractéristique frappante pour les touristes que nous sommes. Les militaires et les policiers sont partout. Et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Nous allons bientôt le découvrir. Notre première escale dans la capitale est un lieu de promenade emblématique, le Tabiat Bridge. Nous tournons depuis moins de 3 minutes et déjà un policier en tenue nous aborde. Ayez la gentillesse de ne pas filmer. Je n'ai pas le droit de filmer? Pourquoi? Il est interdit de filmer ici, vous devez avoir une autorisation. Pourquoi? Ils ont fait des lois pour ça. Je n'en sais pas plus, c'est leur loi. Je ne peux vraiment pas utiliser ma caméra? Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait possible. Mais ce n'est pas moi qui décide. Et il y a plein de caméras de surveillance. Là, on est juste en dessous d'une caméra. Ils me voient? Ils voient tout le monde et ils peuvent même lire mon badge. Ils peuvent m'ordonner de vous arrêter et on effacera tout ce que vous avez filmé. Plus de doute, il ne va pas être évident de tourner des images dans cet état policier. Pour la suite de notre journée, nous avons cherché un chauffeur qui accepte notre caméra. Nous avons tenté notre chance auprès d'une dizaine de conducteurs, mais tous ont refusé. Nous commencions à désespérer quand nous sommes tombés sur un Téhéranais d'une trentaine d'années qui contrevient à toutes les règles. Nous l'appellerons Farhad. Cela paraît anodin, mais la musique moderne qu'il écoute est interdite. Le seul endroit où je peux écouter la musique fort, c'est dans ma voiture. Ici, je suis un peu plus à l'abri du regard des flics. L'interdit, c'est sympa. Faire les choses en cachette, c'est plutôt excitant. Farhad ne se contente pas d'écouter de la musique. Dans sa voiture, il s'autorise tout, même franchir un autre interdit encore plus dangereux pour lui. J'ai une passion pour la vitesse et j'adore picoler. Du coup, j'aime faire les deux en même temps. Je bois et je conduis. Une étude réalisée par la police iranienne entre avril et mai 2012 a révélé qu'un quart des conducteurs contrôlés étaient ivres. Farhad se sent libre au volant, mais sa voiture ne l'a pas toujours protégé. J'ai été arrêté une fois pour cause d'alcool au volant. Ils ont confisqué ma voiture 20 jours. J'ai eu 2 ans de suspension de permis. Et surtout, j'ai été condamné à 80 coups de fouet. Regarde les photos. Là, c'est le bas de mon dos. Ça te paraît normal de prendre des coups de fouet pour avoir bu de l'alcool? La loi dans notre pays est basée sur le Coran. On te dit de ne pas boire d'alcool parce que c'est mauvais pour la santé. Et dans le Coran, Mahomet dit que c'est punissable de 80 coups de fouet. 1 million d'Iraniens sont pourtant des buveurs réguliers, même si la vente de boissons alcoolisées est formellement interdite dans le pays. Même les hôtels internationaux en sont privés. Face à cette prohibition, certains habitants se sont lancés dans la production clandestine d'alcool. Une activité qui conduit tout droit en prison. Difficile donc de convaincre ces hors-la-loi de témoigner. Plusieurs de ceux avec qui nous étions en contact ont finalement refusé. Grâce à un intermédiaire, un couple qui se livre à ce trafic a accepté de nous rencontrer. Pour ne pas les mettre en danger, nous redoublons de vigilance. En Iran, en effet, n'importe quelle personne en civil peut être un informateur du régime. Pour nous rendre au rendez-vous, nous changeons d'ailleurs plusieurs fois de moyen de transport pour mieux brouiller les pistes. Après 45 minutes de détour dans la ville, nous arrivons enfin à destination. On peut aller l'ouvrir dans la cuisine.
Amin et Kiana sont brasseurs clandestins. Vas-y, ouvre-la. T'es sûr? Ouvre-la doucement. Ils ont une vingtaine d'années et vivent dans un appartement prêté par leurs parents. Tous les deux sont au chômage, comme 27% des jeunes Iraniens. Ce taux grimpe même à 40% chez les jeunes femmes. Et il y a beaucoup de monde qui fait de la bière comme ça aujourd'hui? Ici, de la bière? Oui. Non, en Iran, il y a très peu de gens qui font ça. C'est assez rare, même si j'ai quelques amis qui le font aussi. Et chacun a sa propre recette pour faire la bière. Pour ces trafiquants, le procédé n'est pas très compliqué. Le régime leur facilite presque la tâche. Ils fabriquent de la bière non alcoolisée, une bonne base. Aujourd'hui, on va faire de la bière brune. En fait, pour Amin, c'est le fabricant, autrement dit l'État, qui fait la partie la plus difficile. Vous savez, c'est très difficile de faire de la bière non alcoolisée comme ça. Parce que le processus normal pour faire de la bière comprend de l'alcool. Alors ils ont dû trouver un procédé pour qu'il n'y ait plus d'alcool. Et Amin n'a plus qu'à réalcooliser tout ça. Il connaît la recette sur le bout des doigts. Il commence par verser du sucre dans sa cuve. C'est facile. C'est vraiment facile? Oui, vraiment, tu vas voir. Et à la fin, la bière, elle fait combien de degrés à peu près? Environ 8-9 et parfois c'est plus. La bière est bien mélangée au sucre, mais ce n'est pas terminé. Amin ajoute un peu de levure pour faire fermenter la préparation. C'est presque prêt. Si tu veux acheter des canettes de bière alcoolisée, c'est beaucoup plus cher que de la faire soi-même. Et c'est combien environ une bière? Ça coûte entre 25 et 30 000 rials. Ça veut dire 10 $ par canette? Oui. Et toi, tu la vends ta bière? J'en vends à des amis proches ou à des amis d'amis. Généralement, quand il fait froid, je les mets près de la cheminée. Ici, par exemple. Dans une semaine, Amin et Kiana auront 10 litres de bière à 10 degrés. Ils produisent ainsi près de 100 litres par mois, l'équivalent de quelques centaines d'euros qui les aident à vivre correctement. En Iran, le salaire moyen est de seulement 400 € par mois. Un cireur de chaussures gagne moins d'1 euro par jour. Un professeur, une dizaine d'euros tout au plus. 80% des Iraniens vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, le régime, lui, dépense sans compter depuis 30 ans pour construire un mausolée fastueux en l'honneur du plus grand chef religieux, l'ayatollah Khomeini. Nous nous sommes rendus sur place. Le mausolée est encore en construction. Il s'étend sur 20 km², l'équivalent de 4 arrondissements parisiens. Avec ses toits en or, cet édifice coûterait 2 milliards de dollars, une somme colossale dans un pays où 7 millions de ménages n'ont même pas de quoi payer un loyer. La dictature religieuse semble en total décalage avec sa population. Ce que nous confirme le guide que nous enregistrons à son insu. Combien de personnes vont à la mosquée le vendredi? Tous les Iraniens? Non, pas tous. Il y en a très peu. Seulement 3, 4, 5% de la population. C'est pas beaucoup. Non. Et si tu n'y vas pas, tu n'as pas de problème? Non. Et c'est pas grave. Certains employés qui travaillent pour le gouvernement, par exemple les militaires, sont obligés d'y aller. Aujourd'hui, pour faire rentrer des devises étrangères, l'Iran développe le tourisme. Le pays est passé d'1 million de visiteurs en 2003 à près de 5 millions en 2016. Bonjour. Mais malgré l'investissement colossal, le mausolée n'attire pas les foules. À l'intérieur, pas un touriste étranger, seulement quelques Iraniens venus prier.
Et toujours la même interdiction. C'est possible de filmer? Non. Nous continuons cependant de filmer discrètement au téléphone portable. Il y a du marbre et des fresques partout. Les pèlerins et quelques mollahs se recueillent devant le tombeau de Khomeini. Sa dépouille se trouve derrière cette grille en or et en argent. Ce lieu de dévotion hors norme semble n'intéresser qu'une minorité d'Iraniens. Une majorité d'entre eux a du mal à accepter cette dépense faramineuse et ce culte de la personnalité. Notre guide lui-même se montre réservé. Personnellement, je n'aime pas trop cette architecture. C'est trop lié à la religion. Une religion au nom de laquelle les ayatollahs multiplient les prohibitions. Aujourd'hui, en Iran, les hommes n'ont par exemple pas le droit de porter un short. Les femmes, elles, ne peuvent pas faire de vélo, un acte considéré comme trop érotique par la police des mœurs. Mais à l'heure où la nuit tombe, quand les patrouilles de police se font plus rares, certains n'hésitent pas à braver la loi des mollahs. Direction un parc à l'extérieur de la ville, dans un quartier riche, où tous ces promeneurs sont hors la loi. Leurs chiens les exposent à des sanctions. Ils sont interdits car considérés impurs par les religieux, comme les cochons. C'est dur d'avoir un chien à Téhéran? C'est très dur d'avoir un chien. S'il fait du bruit ou que ça dérange les voisins, ils peuvent porter plainte. Et en plus, je n'ai pas le droit de le sortir. Pourquoi vous ne pouvez pas le sortir? J'ai peur de me le faire prendre. Si je me fais arrêter, on peut me le saisir. Donc j'ai peur de le sortir. Avoir un chien à Téhéran quand on est jeune et branché, c'est pourtant tendance. Mais c'est une mode qui reste clandestine. Donne la patte. Assis. La patte. Assis. Une mode occidentale que seuls les plus riches peuvent s'offrir. L'amende coûte au minimum 500 €. Et si l'animal est transporté en voiture, le véhicule peut être purement et simplement saisi. Tout se résume à l'argent. Si tu as de l'argent, tu peux récupérer ton chien qui a été saisi. Ceux qui n'ont pas d'argent ou pas les moyens, ils peuvent perdre leur chien. Ils ont créé des lois pour qu'on les transgresse. Acheter un chien coûte entre 7 000 et 10 000 €. Régulièrement, les autorités organisent des coups de filet pour confisquer ces bijoux sur pattes, au grand désespoir de leur maître. J'espère qu'un jour, on aura le droit d'avoir des animaux. Pourvu que ça s'arrange. Si ces jeunes ne se révoltent pas tout en espérant secrètement le changement, à l'autre bout de Téhéran, nous allons rencontrer un homme qui, lui, a décidé de crier sa colère, haut et fort, contre le régime. Ce qu'il s'apprête à faire est assimilé à de la contestation politique. Il encourt pour cela une très lourde peine de prison. Suite à un procès expéditif, il pourrait même être exécuté. Cet homme se fait appeler Bam Bam. Ses armes s'achètent en libre service. Ce sont de simples bombes de peinture. C'est facile à trouver? Oui, assez facile. Et en plus, la police ne t'arrête pas si tu as juste ça. Plusieurs fois par mois, il filme ses provocations. Ce soir-là, il se rend sur le pont qui surplombe l'un des axes principaux de Téhéran. Et il inscrit le mot « hooligan ». En Iran, ce mot est associé à la contestation politique, comme auparavant en URSS, où il servait à qualifier les jeunes opposants au régime. Les graffeurs comme Bam Bam sont dans le viseur des mollahs. L'année dernière, Keywan Karimi a été condamné à 223 coups de fouet et 1 an de prison. Son crime ? Avoir réalisé un documentaire sur l'histoire de l'Iran à travers les graffitis.
و ناراضیان چگونه از خفا به در میآیند و در تاریکی چیزی بر دیوار می‌نویسند که رو به آینده دارد و پشت به گذشته. Mais ces lourdes sanctions ne démotivent pas les graffeurs comme Bam Bam. Plus ils nous mettront la pression, plus on devra se rebeller et ne pas se laisser faire. Nous ne sommes pas seulement le peuple, nous sommes aussi le pouvoir. Le pouvoir est à notre portée. C'est le peuple qui fait le pouvoir. Mais le pouvoir appartient-il réellement au peuple? C'est ce que croyait la jeunesse iranienne lors des élections présidentielles de 2009. Mir Hossein Mousavi, le candidat réformiste, est donné vainqueur par les sondages. Mais le soir de l'élection, c'est la stupeur. C'est finalement le président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad qui est réélu. Il est accusé d'avoir bourré les urnes. Le peuple descend alors dans la rue. Mais la police religieuse, les Bassidjis, l'armée et la police se livrent à une répression sanglante. Au moins 70 morts et plus de 4000 arrestations. Une tragédie va faire le tour du monde. Neda Aga Soltan, une jeune iranienne de 26 ans, est tuée par un milicien caché sur le toit d'une maison. Un meurtre délibéré. Face aux réactions indignées de l'opinion publique internationale, le pouvoir décrète un blocus médiatique. Seules quelques images filmées par les citoyens parviennent à sortir du pays. Le signal satellite de la BBC dans la région est brouillé. Les autorités iraniennes font tout pour empêcher les 140 journalistes de la chaîne de travailler. Malgré leur courage, les manifestants n'obtiennent pas gain de cause. L'élection est validée par les religieux. Mahmoud Ahmadinejad reste au pouvoir. Suite à ces émeutes, la censure va encore se durcir, notamment sur les réseaux sociaux. Et cela perdure encore aujourd'hui. Nous allons le découvrir en achetant une puce de téléphone portable. Moi, je recommande Irancell. Je peux avoir Internet avec? Oui. En réalité, l'accès aux réseaux sociaux est officiellement interdit et bloqué. Je peux accéder à Facebook avec mon téléphone? Non, mais les gars là-bas, ils ont ce qu'il faut. Sur les conseils donc de cet employé du régime, direction le stand d'en face qui vend des accessoires pour portables. Cet homme propose aussi des cartes spéciales qui donnent accès à des logiciels interdits, des VPN. Une fois installé sur son téléphone, le programme simule une connexion à Internet venant d'un autre pays que l'Iran et contourne ainsi la censure. Ça fait 2 jours que je suis là et j'ai pas de téléphone. Je suis coupée du monde. Je vais faire en sorte que tu respires. J'ai l'habitude de me connecter à Facebook tous les jours. On est tous pareils, nous aussi. Je peux acheter cette carte n'importe où? Tu peux la trouver à certains endroits, mais les boutiques officielles n'ont pas le droit d'en vendre. En moins de 5 minutes, nous obtenons l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux. L'État ferme-t-il les yeux auprès de ses revendeurs pour relâcher un peu la pression qui pèse sur sa population et ainsi éviter un soulèvement populaire? Merci, au revoir. Ou sommes-nous dans un pays schizophrène où certains interdits mineurs peuvent se contourner? Officiellement, par exemple, les chaînes étrangères sont interdites. Pourtant, les paraboles s'affichent sans crainte à presque toutes les fenêtres. Elles permettent aux Iraniens de regarder autre chose que les chaînes nationales qui diffusent en continu prières, prêches et discours à la gloire des mollahs. Car depuis Khomeini, le pays s'est fait une spécialité de la propagande religieuse. Sur les murs de Téhéran, le régime affiche la grandeur des ayatollahs. Ils vendent sur d'immenses panneaux une société heureuse, épanouie et parfaite. Une cohésion nationale sublimée par la religion. Mais il affiche aussi sa haine de son ennemi juré, les États-Unis d'Amérique. Depuis près de 40 ans, les deux pays ont rompu tout lien diplomatique. L'ancienne ambassade américaine a été transformée en musée de l'anti-arrogance.
Dans le jardin, des dizaines d'affiches dénoncent le pays qu'ils surnomment le Grand Satan. Obama est déguisé et représenté en terroriste. Entre les États-Unis et l'Iran, tout a basculé en 1979. L'ancien roi, le Shah, alors en exil au Mexique, est hospitalisé à New York pour soigner son cancer. Les autorités iraniennes réclament son extradition, en vain. Encouragés par l'ayatollah Khomeini, des étudiants prennent alors d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, retenant en otage une cinquantaine de personnes. Elles ne seront libérées que 444 jours plus tard. Depuis cette époque, à l'intérieur de l'ambassade, rien n'a bougé. Les documents, les machines sont protégés comme des trophées. Il en est ainsi de la broyeuse à papier qui a servi à détruire les documents confidentiels pendant que les militaires américains repoussaient les étudiants à l'extérieur de l'ambassade. Nous découvrons les premiers ordinateurs et appareils de liaison satellite, des systèmes d'écoute, mais aussi des photos d'identité présentées par les autorités iraniennes comme servant à faire de faux papiers. Le clou du spectacle, c'est cette salle en verre anti-écoute avec son propre système de ventilation. Depuis 40 ans, la dictature iranienne cultive l'anti-américanisme par la propagande. Et sa dernière arme de communication massive, c'est ce spot diffusé à la télévision nationale en 2016. Pour 350 000 €, le régime s'est offert les plus beaux effets spéciaux. Le scénario est simple. La puissante armée américaine attaque le pays des mollahs. Pour riposter, des villageois utilisent un simple drapeau iranien. Leur amour du pays est si fort qu'il déclenche un véritable tsunami. Cet amour de la nation leur apporte la victoire. Ces manifestations de haine à l'égard des États-Unis se retrouvent partout dans la ville. Jusque dans l'enceinte des mosquées, sur des écrans géants. Alors qu'à quelques mètres de là seulement, la schizophrénie de ce pays prend tout son sens, toute sa dimension. De nombreux Iraniens veulent vivre à l'occidental. Des magasins mettent en avant les marques américaines comme Apple et Windows. Des fast-foods copient KFC et McDonald's. À Téhéran, il y a des temples de la consommation comme aux États-Unis. Avec encore une fois des marques américaines un peu partout. Nous nous sommes rendus dans un salon de la mode réservé aux femmes. Ici encore, les fabricants de vêtements utilisent curieusement des produits venus des États-Unis pour leur création. À la place des lunettes, j'ai mis des canettes de coca. Regardez, je vous en prie. Et pourtant, ces vêtements ont été soumis à l'examen des mollahs. J'ai obtenu des autorisations des hautes instances islamiques pour vendre mes vêtements. Je n'ai eu aucun problème avec le gouvernement car je suis complètement en règle. Je respecte toutes les contraintes et les règles concernant la façon de concevoir mes vêtements. Les tailles doivent être respectées avec des standards, les manches doivent être longues. Le vêtement lui-même doit être assez long. Par exemple, mon manteau est ouvert devant, mais en dessous, j'ai mis d'autres vêtements longs pour qu'il n'y ait pas de problème.
Les codes vestimentaires imposés par le régime forcent les femmes à couvrir toutes les parties de leur corps. Le manteau cache les formes, mais il est aussi leur seul signe extérieur d'élégance, avec le foulard. C'est quoi le programme? Le programme, c'est que toi et moi, on va aller acheter un nouveau manteau. Je voudrais bien changer un peu. Leila et Nahid ont 22 et 27 ans. Comme la plupart des jeunes femmes de leur âge, c'est le casse-tête pour se sentir belle dans la rue. Direction un centre commercial du nord de Téhéran. Dans cette boutique, Leila et Nahid ont le choix entre un modèle classique de manteau, mais un peu terne. Ça, c'est vraiment trop traditionnel, hein. Ou des modèles plus exubérants, comme celui-ci, avec encore une fois l'influence de l'Amérique. Minnie est un personnage de Disney. Celui-là, il me plaît bien. Attends, je vais essayer l'autre pour voir. Finalement, c'est un manteau au motif de vitraux d'église qui attire l'œil de Leila. C'est super. Avec un foulard léger, pas trop chaud. Tu peux le porter avec un pantalon noir. Avec un top, s'il est court, c'est encore mieux. Au-dessus du nombril? Bon, ça peut être un peu plus long. Comme ça, t'es sûr de bien te faire arrêter. Le vendeur s'en mêle, histoire d'entamer la conversation, de tenter sa chance. Et ça marche. Sauf qu'en Iran, on n'échange pas son numéro de téléphone. Qu'est-ce que tu fais? En fait, il veut mon pseudo Instagram. Tiens, c'est bon. Merci, au revoir. Comme les jeunes gens non mariés n'ont pas le droit de se promener ensemble ou de se retrouver à un café, ils ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour se draguer. 2 étages plus haut, nous rencontrons Roxane. Cette jeune étudiante issue de la jeunesse dorée est une accro au shopping, notamment aux grandes marques occidentales comme cette célèbre enseigne de lingerie américaine. On pense que beaucoup de choses sont interdites ici, mais en fait, comme tu peux le voir, on trouve de tout. Nous sommes une nouvelle fois étonnés du paradoxe iranien. D'un côté, une société religieuse, austère. De l'autre, la vente de produits qu'il est interdit de porter dans la rue, comme ces robes. Roxane a 30 ans. Et ce soir ont lieu ses pré-fiançailles chez ses parents. Elle recherche donc la robe parfaite. Finalement, ce n'est pas au centre commercial, mais dans les boutiques de luxe de Zafaranieh, le quartier chic de Téhéran, qu'elle va essayer de trouver son bonheur. Mais dans ces rayons, il n'y a pas de manteau, uniquement des tenues plus légères. Ici, on trouve tous les styles de robes, comme celle-ci, un peu sexy, ou celle-là, qui fait un peu plus femme. 36 a priori, c'est la plus petite taille que j'ai. Même ici, les religieux ne sont jamais loin. Leurs consignes non plus. Mais personne ne les respecte. Ce qui est super, c'est que le vendeur sait que je fais des essayages, du coup, il vient pas me déranger. Comme ça, je suis tranquille et je peux me regarder dans la glace. Tu peux mettre ça facilement pour un mariage ou dans une soirée privée. Donc Téhéran, c'est pas seulement foulard et manteau. Non, Téhéran, c'est pas seulement foulard et manteau, hein. Tu peux aussi porter ce que tu veux pour aller en soirée. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Roxane chez elle cette fois. Dans cette famille de la haute bourgeoisie, on vit presque à l'occidental, bien loin des rigueurs imposées par les mollahs. Les femmes portent des jupes courtes, les hommes des cravates. Comme dans de nombreuses familles iraniennes, en privé, on passe outre les prescriptions religieuses. Roxane attend sa future belle-famille.
Je suis un peu stressée, mais ça va. Et ça ira mieux quand ils seront là. Sa mère, elle, est émue de marier sa fille. Pour moi, c'est un jour qui restera gravé à vie. Pourquoi? Parce que c'est ma fille. Et c'est inoubliable la cérémonie des pré-fiançailles. Le fiancé et sa famille arrivent enfin. Pour immortaliser ce moment, Nouri, le beau-frère, s'improvise photographe. On la refait. Sois patient. On va faire plein de photos. Puis les conversations commencent. Mana, la tante du fiancé, reste à l'écart. Ils doivent d'abord discuter avec les aînés de la famille. Ils vont déterminer la date des fiançailles et de la cérémonie. Mais surtout la dot. Là, c'est 210 pièces d'or. Soit environ 66 000 €. C'est beaucoup? Non, c'est la moyenne. Mais ce n'est pas la femme qui apporte la dot, c'est l'homme. En cas de divorce, il est obligé de céder cette somme à son épouse. En Iran, cette pratique s'appelle le mérier. En plus de ça, la famille du marié s'engage à donner une maison. Je dois lui donner? Tu dois lui passer la bague au doigt. Il faut tout leur expliquer. Pour fêter ses fiançailles, la famille offre du whisky et du vin aux convives. Des produits interdits, bien sûr. Santé. Chaque année, 60 à 80 millions de litres d'alcool entreraient clandestinement dans le pays pour un montant total d'environ 580 millions d'euros. Le lendemain, à Téhéran, nous allons découvrir un autre monde caché. À quelques encablures du Grand Bazar, où se côtoient vendeurs de pistaches et de drapeaux religieux, nous avons été autorisés à pénétrer dans un lieu qui ne se montre d'ordinaire jamais. Ici, pas de vitrine, pas de devanture. On croirait franchir la porte d'un club privé avec son code. Mais il n'en est rien. Bienvenue dans un salon de beauté à l'iranienne. Les clientes peuvent choisir entre des dizaines de coupes et dépensent sans compter pour se faire belle. C'est l'un des rares endroits où les femmes apparaissent non voilées. Ce lieu est strictement interdit aux hommes. Sophie, notre journaliste, s'y rend seule. Ne t'inquiète pas, elle filme seulement tes cheveux. Pourquoi vous ne voulez pas que je filme ici? À cause des interdictions. En Iran, on n'a pas le droit de montrer nos cheveux. Vous avez peur que je filme votre visage? Oui. Si quelqu'un voit ces images, par exemple mes collègues, je perds mon travail. Les autres femmes viennent aussi pour se faire maquiller. Je préfère accentuer tes lèvres. L'Iran est le 7e consommateur de cosmétiques au monde, notamment grâce aux ventes de mascara ou de rouge à lèvres. Tu te maquilles souvent? Oui, tous les jours. Si je ne me maquille pas, je me sens toute bizarre. Ici, le visage a plus d'importance que la tenue? Oui, le maquillage a beaucoup d'importance. Ce n'est pas parce qu'on est voilé qu'on doit se négliger. Et voilà, c'est un maquillage simple à l'iranienne. Elle va enfin pouvoir sortir et retrouver ses amis pour s'amuser. Mais ce sera là encore dans un univers confiné, celui d'un appartement. Car à Téhéran, pour se sentir vraiment libre, il faut s'éloigner du centre-ville. Tous les week-ends, à une petite heure de route, quelques centaines de personnes font de cette forêt un véritable sas de décompression. C'est ici que nous a donné rendez-vous Leïla,
la jeune femme adepte du manteau vitrail. Avec ses copains de fac, elle s'enfonce à l'abri des regards, à la recherche d'un espace de liberté. Car même au fond des bois, le régime n'est jamais loin. Qu'est-ce qu'on entend? C'est de la musique. On va avancer, tu entendras mieux. Ce sont des soldats qui écoutent de la musique. Et là, en fait, la police des mœurs est venue leur demander d'arrêter. Voilà, ils ont coupé la musique. Ces deux hommes en civil sur une moto font partie de la police religieuse. Et ils ont autorité sur tout le monde, même sur l'armée. C'est dur pour les militaires. C'est le seul jour où ils peuvent sortir avec leurs amis. Leïla et ses copains ont l'habitude de se retrouver ici. Aucun d'entre eux n'étant marié, ils n'ont pas le droit de se toucher, de se parler, de se draguer. Les filles restent d'ailleurs prudentes et n'osent pas se dévoiler, même à l'abri des regards. En ce moment, ils sont plus stricts sur la tenue des femmes. Comme il fait chaud, les femmes s'habillent plus légèrement, alors qu'elles doivent porter pantalon, manteau et foulard. Si tu ne respectes pas ça, ils peuvent t'embarquer, voire même te taper. Vous êtes déjà fait arrêter? Moi, non. Moi, oui, en sortant de l'université. J'étais habillée normalement, mais par contre, j'étais accompagnée d'un garçon. Une femme m'a appelée, m'a fait monter dans une camionnette. C'est la première fois que je me faisais arrêter. T'as cru que c'était un taxi ou quoi? Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ils m'ont embarquée. Elle m'a demandé si le garçon qui m'accompagnait était mon fiancé. Je lui ai répondu que non, et que c'était juste un copain de fac. Elle a été odieuse avec toutes les autres femmes qui étaient arrêtées. Moi, je lui ai dit qu'on était pareils, que je comprenais, qu'elle faisait juste son travail, mais qu'on n'était pas obligé de se faire la guerre. Mais elle m'a embarquée pour faire des photos, comme une fugitive. Dans cette forêt, les jeunes s'amusent de tous les interdits qu'ils bravent, cet après-midi-là. Les jeux de cartes sont interdits, mais nous, on en a amené pour y jouer. On a aussi apporté notre poste pour mettre de la musique. Danser n'est pas non plus autorisé. Tout comme s'enlacer. Ou fumer quand on est une femme. Azad, lui, encourt le fouet pour un joint. Le problème avec l'alcool, c'est que les autres peuvent le sentir. Et il existe des alcotests. Donc pour s'éclater, la plupart des jeunes préfèrent prendre de la drogue, comme du cannabis par exemple. Ces jeunes se sont mis hors la loi. Ce n'est pas le cas de tous. Non loin de là, un autre groupe de jeunes va qu'à des distractions plus conformes au règlement. T'as pris mon portefeuille? Oui. T'as pris les poubelles? Mais oui. Si les classes moyennes choisissent généralement cette forêt près de Téhéran, les jeunes Iraniens les plus fortunés ont leur repère à une centaine de kilomètres plus au nord, à Dizin. À 2 heures de voiture de Téhéran, nous allons découvrir un autre univers dans lequel la plupart des tabous sautent. Bienvenue dans l'une des 13 stations de ski du pays. À première vue, l'ordre règne. Les employés des remontées mécaniques sont bien voilés. En haut des pistes, les membres de la police des mœurs rappellent à l'ordre celles qui laissent voir leurs cheveux. Les femmes là-haut m'ont arrêté à cause de mes cheveux qui dépassaient. Mais plus bas, dans la station, les religieux semblent fermer les yeux. Bienvenue au paradis de la jeunesse dorée iranienne. Dizin est en effet un petit bout d'Occident réservé à l'élite. La musique, d'ordinaire interdite, est jouée à tue-tête. Les skieuses ont laissé tomber leur voile.
Dans les bouteilles en plastique et dans les gourdes, il y a de l'alcool. Ces riches jeunes femmes semblent vivre dans un autre monde, loin de la réalité de leur propre pays. Pour les femmes, c'est la liberté. Regarde, je n'ai pas besoin de me couvrir le visage. Tu n'as pas besoin de te couvrir les cheveux? Non, juste ici, tu dois te couvrir. Mais pas partout, regarde. C'est dans cette bulle au-dessus de Téhéran que pour la première fois au cours de notre voyage, des Iraniens osent critiquer ouvertement le régime. On a un problème avec le gouvernement. Tout le monde en Iran, enfin presque tout le monde déteste le gouvernement et ses règles. Mais on ne peut rien faire. Ce régime répressif a été longtemps isolé par la communauté internationale. Ce pays qui défiait l'Occident, en voulant obtenir l'arme nucléaire, a fini par céder. Il y a un an, l'Iran s'est engagé à lever le pied sur l'uranium. En contrepartie, les sanctions économiques ont été en partie suspendues. La France a relancé ses échanges commerciaux avec l'Iran. En 2016, le président Hassan Rouhani a fait une tournée des capitales européennes pour signer des contrats et présenter le nouveau visage de l'Iran. La question des droits de l'homme a été à peine abordée. En Iran, où 1 millier d'exécutions sont pratiquées chaque année, 160 mineurs attendent dans le couloir de la mort.